Le sport boule, le handball, le football, les disciplines qui font les choukras de sport, l'équipe d'Afrique dans ce mardi. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et internautes, chaque mardi à partir de 10h30 sur la radio qui mouille le maillot 91.9 et www.sportfmtg.com, également disponible sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook, Twitter, si vous voulez, encore X ou notre TikTok. Retrouvez-nous chaque instant sur ces réseaux sociaux pour toute l'actu sport dans le monde. L'équipe de ce matin, mise en onde, Théo Javon, réalisation et l'homme à devant. Derrière la caméra, Espoir Simfele. Moi, je suis Romo Yetor avec tous les autres confrères journalistes sur le continent africain. Soyez les bienvenus et installez-vous confortablement. Équipe d'Afrique numéro 21. Oui, c'est parti. Équipe d'Afrique, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Soyez les bienvenus si vous le faites également. Nous sommes bien ensemble sur la radio qui mouille le maillot chaque mardi entre 10h30 et 12h. Et d'abord, nous allons prendre les nouvelles de la jeunesse pétanque club de Bain, vainqueur du dernier championnat togolais de sport boule. Et c'est à travers ce club que Aïcha Koulibaly nous fait découvrir la pétanque. Le sport boule, encore appelé la pétanque, consiste à placer le maximum de boules le plus proche possible d'une petite sphère considérée comme le but. Au Togo, ce sport se pratique dans les différentes régions et dans la plupart des localités, les ruelles servent de terrain de jeu. Jeunesse Pétanque Club de Baie champion national veut faire le doublé cette année. La JPCB est un club qui fait peur, prévient le secrétaire général Fondoumi comme la vie. Si vous rencontrez la JPCB à une compétition, vous devez commencer par mordre les doigts. Qu'est-ce qui vous rend redoutable? Dans notre club, on s'entraîne au jour le jour avec la rigueur de l'entraîneur Denou TP, la rigueur du capitaine Denou Godson et surtout des terres techniques, M. Lolognon qui est actuellement au Bénin. Au sein de l'équipe de pétanque de Baie évolue le champion tête-à-tête Tossou Claude. Il raconte comment il a découvert ce sport. La pétanque est un jeu que nous vivons en passant que les grands jouaient dans le quartier. Dans nos enfances, on a pris des boîtes de lait. On a tolé ça, on a mis du sable dedans et puis on a commencé par jouer. Un bon pétanqueur doit avoir certaines qualités qui énumèrent Tossou Claude. Tu dois être pointeur, tu dois être tireur. De la JPCB, un petit nommé Denou, joueur de PCK Désiré Akolor. Oui, ils sont bien, ils sont des tireurs, des pointeurs qui font... À chaque moment, tu vas les voir pointer, tirer. C'est ça une qualité. Denou David, joueur de JPCB et de l'équipe nationale de pétanque, confirme avec une petite précision. Quand on démarre le jeu, c'est lui qui dépose la première boule. Donc lui, son rôle, c'est de pointer vers le bouchon, le petit truc marqué. Alors que le tireur, lui, il est là pour détruire les boules de l'adversaire. Et pour avoir de l'adresse, il faut plusieurs séances d'entraînement. Denou David. Vous pouvez vous entraîner au moins chaque jour pour garder la droiture, l'adresse et tout. Est-ce qu'on se blesse aussi dans la pétanque? On ne se blesse pas. Il n'y a pas d'accident? Parce que dans une compétition, il y a les autorités qui sont là, qui surveillent tous les passagers, les motos, toujours, donc aucun accident. Un match gagné en pétanque procure beaucoup de bien, comme on peut le comprendre à travers les propos de Tossou Claude, le champion du Togo tête à tête. Quand tu croises un adversaire que ce n'est pas facile et quand tu joues là, tu seras content. La pétanque est un sport d'équipe qui se joue en plusieurs phases. Fondoumi, comme l'a vu secrétaire général de la JPCB. La pétanque se joue tête à tête, en doublette et en triplette. La jeunesse pétanque club de Baie veut faire un doublé historique. L'ambition de Fondoumi comme l'envie. On doit se sacrifier pour faire le doublé. Je pense que depuis que moi je suis rentré en pétanque, je n'ai jamais vu un club qui a fait le doublé dans ce championnat. La JPCB est bien partie pour être de nouveau champion du Togo. Au Togo, 21 clubs sont affiliés à la Fédération togolaise de sport boule, répartis dans 6 ligues. Les championnats régionaux déjà disputés, les vainqueurs n'attendent que la phase nationale dont la date n'est pas encore fixée par la fédération. Aïcha Koulibaly nous présente la pétanque et jeunesse pétanque club de Baie et donc l'équipe qui détient le titre en attendant le nouveau championnat que va organiser la fédération togolaise de sport boule. Le Togo a déjà participé à une Coupe d'Afrique des Nations de la discipline et nous rappelons que le Bénin a abrité le dernier mondial de pétanque ou de sport boule.
On va retrouver Aïcha Koulibaly dans un court instant, mais bien avant, on vous donne cette information de handball en Côte d'Ivoire. Après la Super Coupe 2025, les choses sérieuses ont démarré du côté de la Fédération ivoirienne de handball. Samedi 29 mars 2025, avec la première journée du championnat national de Division 1. Le choc de la première journée du championnat national de première division entre Don Bosco et Sport Plus a tenu toutes ses promesses. En effet, les deux formations n'ont pu se départager. Elles ont coupé la poire en deux au terme d'un match très disputé, score 26-26. Hormis Don Bosco qui a été accroché d'entrée, tous les autres ténors ont gagné. Ainsi, l'Africa, championne en titre chez l'IDAM, a fait d'une bouchée la promue Oumé 45-14 dans la catégorie des hommes. Le Red Star a affiché ses intentions pour cette saison, histoire de conserver son titre en disposant de HBUC 33-17. La grosse surprise est venue de National HBC, promu en championnat de première division cette saison. Les Abobolais ont battu les Loups de Divo 29-26 dans une rencontre âprement disputée, soulignant que du 19 au 25 avril de ce mois, ou si vous voulez, du 19 au 25 avril, la Côte d'Ivoire va abriter l'IAHF Challenge Trophy 2025. C'est une compétition internationale dédiée à la jeunesse africaine qui se déroule à Abidjan et verra la participation des sélections nationales cadettes et juniors dames et 12 pays se sont donc prononcés pour disputer la compétition. Nous quittons justement ces sports pour ouvrir le chapitre football. Les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Total Energy 2024-2025, démarre ce mercredi 2 avril. Les Sud-Africains de Stellenbosch, les novices bien sûr, tombent sur des habitués égyptiens de Zamalek. Tout le programme, c'est avec Aïcha Koulibaly. Le premier choc va opposer Stellenbosch FC d'Afrique du Sud au Zamalek SC d'Égypte. Zamalek, cadre du football africain, poursuit sa quête d'un nouveau sacré après son titre en 2024. L'emblématique du football ivoirien et vainqueur de la Ligue des Champions en 1998, l'ASEC Mimosa va défier la RS Berkane du Maroc, l'un des clubs les plus performants de la compétition ces dernières années, vainqueur des éditions 2020-2022. La sensation du CS Constantine et l'USM Alger au rendez-vous de cette édition. CS Constantine, qui fondé depuis 1898, dispute pour la première fois un quart de finale en Coupe de Confédération avec bien sûr une équipe expérimentée sur la scène continentale. Et puis l'habitué des joutes africaines, Al Masry d'Égypte, qui va en découdre avec Simba SC de Tanzanie pour s'offrir une chance de franchir l'étape du quart de finale pour la toute première fois depuis 2021-2022. Les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de Confédération CAF Total Energy 2024-2025, c'est ce mercredi 2 avril. Stellenbosch FS, Zamalek SC se joue à Cape Town Stadium. ASEC Mimosa RS Berkane au Stade Félix. Au Footboigné à Abidjan. CS Constantine USM Alger se joue en Algérie. Al Masry Simba SC au Stade de Suez en Égypte. Voilà donc le rendez-vous de ces matchs à aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football avec Aïcha Koulibaly. Merci beaucoup. Toujours dans la sphère du foot, mais chez les jeunes, nous parlons justement du Maroc, pays hôte de la CAN U17 de football. Notre point focal dans l'Afrique du Nord, Bernard Ajavon, nous donne des nouvelles. La nationale égyptienne de football de moins de 17 ans a été battue hier au stade arabe Zaouli de Casablanca au Maroc, 3-4 par l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations juniors. C'est une rencontre pleine de rebondissements et de suspense du début jusqu'à la fin. Avec ce résultat, l'Afrique du Sud prend la tête du groupe B à différents de buts avec le Burkina Faso qui avait battu le Cameroun 2-1. Pour ces
cette 15e édition, les équipes sont réparties dans 4 groupes. Le Maroc se retrouve dans le groupe A avec la Zambie, la Tanzanie et l'Ouganda. Le groupe B est composé de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de l'Égypte et du Cameroun. La Gambie, le Sénégal, la Somalie et la Tunisie composent le groupe C et le groupe D est composé de l'Angola, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire et le Mali. Le résultat et programme de la suite de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans des équipes de l'Afrique du Nord. Large victoire du Maroc sur l'Ouganda, 5-0. L'Égypte s'est inclinée 3-4 face à l'Afrique du Sud. Ce soir, la Tunisie va jouer la Somalie au stade El Abdi. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Notre point focal dans l'Afrique du Nord, Bernard Ajavon au Caire en Égypte. Merci pour le programme de cette nouvelle journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Nous allons parler justement de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, en commençant par le Burkina où réside notre confrère Stéphane Ouattara. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Sport FM. Nous sommes très heureux de vous avoir encore ce mardi dans Équipe d'Afrique. Le plaisir est partagé, comme d'habitude. Alors, on va s'intéresser aux jeunes, cette fois-ci, qui jouent leur CAN au Maroc. Le Burkina a fait sa première sortie, c'était contre le Cameroun, l'un des pays, on va dire, sérieux prétendants au titre. Et avec la victoire des étalons U17, 2-1 face aux lionceaux indomptables du Cameroun qui ont été finalement domptés par les étalons U17. Quel commentaire faites-vous déjà de ce premier résultat du Burkina ? Déjà, félicitations aux étalons U17 pour cette brillante victoire. Et puis, devant, en face, on avait une équipe camerounaise qui sort fraîchement du tournoi en Impact. Oui. Et ils étaient plus contents, ils étaient plus posés physiquement, de parler et autres. Et là, on a encore surtout l'équipe des étalons U17 qui a joué au tournoi UFOAB il y a plusieurs mois de cela. Et là, c'était juste moi, et etc. Et aller sortir le grand jeu et s'imposer contre cette équipe du Cameroun. C'est une très bonne performance, une très bonne entrée en matière. Ça permet d'engranger le maximum de confiance et aussi de lancer un message, un signal très fort aux adversaires du groupe. Alors, vous l'avez dit, Stéphane, le Cameroun sort fraîchement de son tournoi, puisque c'était le dernier tournoi disputé, le tournoi de la zone Unifac, avec une prestation triple XL des lionceaux indomptables du Cameroun. Beaucoup ont parlé de l'âge de ces joueurs camerounais, mais face aux étalons U17, je pense que le Burkina a pris le dessus. Les étalons U17 menaient même à la pause 2-0 avant la réduction du score en seconde partie à la 75e minute. Est-ce que tout est parti de la bonne préparation de cette équipe burkinabé? Oui, tout fait partie de la bonne préparation de cette équipe burkinabé parce que après le tournoi UFOAB, il y a eu pas mal de petits regroupements qui se faisaient chaque mois où il fallait aussi commencer à chercher l'effectif parce que le temps du tournoi et le temps de la compétition, il y a certains joueurs qui peuvent faire l'éligibilité de la compétition. C'est 17 ans. Ouais. Et peut-être si pendant le tournoi UFOAB, tu as 17 ans ou 16 ans, après, c'est le temps que la compétition prend pour venir. Tu dépasses les 17 ans, quelque chose, après tu as 18 ans. Donc, ça donne le travail à l'entraîneur qui doit encore chercher un autre positif, chercher d'autres joueurs pour combler les vides, etc., etc. Et je pense que Oscar Barreau et son staff l'ont vite compris. Donc, du coup, voilà, ils n'ont pas cessé de travailler depuis le tour du tournoi. Je pense que ça c'est la modeste. C'est vrai que notre préparation a été modeste en termes de confiance, de comparaison avec les autres nations. Voilà, ça fait une préparation modeste, mais efficace parce que ça permet d'engranger les résultats comme toujours et comme d'habitude.
Alors, je suis un peu curieux de connaître un peu l'ossature de cet effectif du Burkina. Est-ce que les joueurs sont issus des centres au Burkina ou il y en a qui viennent un peu d'un peu partout de l'extérieur, je veux dire? Bah, ce sont des joueurs du championnat. Hein. La majeure partie sont des joueurs du championnat, excepté deux ou trois pépites qui évoluent en l'étranger. Disons 95% de cet effectif-là, ce sont des joueurs du championnat régal du Faso, Salitas, Adoua et ils sont pratiquement des joueurs du championnat, des jeunes joueurs du championnat. Et voilà, certains sont de formation. Je sais qu'au Burkina, dans les années antérieures, il y a un championnat des centres de formation, championnat des jeunes. Est-ce que ce championnat existe toujours? Bon, et depuis plusieurs saisons, le championnat de jeunes n'existe plus. Hein, donc, ce qui rend encore la tâche plus compliquée, plus difficile aux sélectionneurs de cette petite catégorie. Mais cette année, la nouvelle direction et l'administration qui est là, dans la tête de la Fédération burkinabé de football a décidé de lancer le championnat de petite catégorie. Il y a eu un lancement symbolique qui a eu lieu, voilà, où deux équipes de USFA AS Elite se sont affrontées. Maintenant, voilà, on attend la suite. Il reste quelques petites organisations et on attend la suite et la compétition, qui va permettre aux jeunes de grandir en expérience et d'apprendre dès le bas âge. Avant de prendre congé de vous, Stéphane Ouattara, autre actualité liée au foot au Burkina? Bon, disons, c'est le championnat qui bat son plein où l'AS Douanes de Kamou est désormais en difficulté. Hein. Ils ont perdu 2-0 contre la Lanterne Rouge, la tête de Koudougou, et puis la l'équipe les bras au Raimo FP qui peut composer 3-1 face à Santas. Du coup, Raimo actuellement est le leader du championnat. À 7 points de son dauphin, l'AS Sonadol, il reste 7 journées. Le Raimo FC est bien parti pour remporter le championnat. Et puis, bon, la Coupe du Faso aussi qui se joue. La semaine prochaine, on fera le bilan. Ils sont les quarts de finale de la Coupe du Faso qui se joue cette semaine avec une opposition. Real du Faso à Tamiga, à qui on peut appeler le stade Soufou Joseph. D'accord, merci beaucoup Stéphane Ouattara. Nous vous souhaitons une agréable journée au Burkina. Merci beaucoup, plaisir partagé et arrière suite de semaine à tous. À très bientôt, très chers frères et confrères Stéphane Ouattara au Burkina Faso. Chers auditeurs, pour être au complet dans la poule du Burkina, l'Afrique du Sud a battu l'Égypte 4-3 pour le compte de cette première journée dans la poule B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le deuxième match de cette poule a lieu jeudi. Le Cameroun joue contre l'Afrique du Sud pendant ce temps. L'Égypte jouera contre le Burkina Faso. Nous allons parler toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations de football en s'intéressant à l'actualité des Aiglons du Mali avec Ban Ibrahima, notre confrère malien qui nous donnera des nouvelles de cette équipe qui entre en compétition ce mardi. Bonjour Ban Ibrahima. Oui, bon. Vous êtes avec nous, Ban? Oui, je sais. D'accord. D'abord, nous vous souhaitons une très bonne fête. Merci beaucoup. Voilà, ça a été un peu compliqué cette année avec voilà, beaucoup de difficultés. Mais bon, Dieu aidant, tout s'est bien terminé. Ouais. Oui, Dieu merci, ça s'est bien terminé. Bon, c'est ça aussi. Hein. Alors, ça fait partie de la vie. Oui, ça fait partie de la vie. Nous nous intéressons à l'équipe malienne catégorie de moins de 17 ans qui joue aujourd'hui même à partir de 17h contre l'Angola pour la première journée dans la poule D de la CAN des moins de 17 ans. Quelle information doit-on retenir d'abord avant cette opposition face aux Angolais? Oui, merci beaucoup, Monsieur Roméo. Rappelons que les Aigles du Mali U17
c'est une équipe où vraiment qui fait honneur au Mali. Ça fait au moins quelques années. Parce que rappelons que le Mali a remporté cette CAN en 2015 et en 2017. Et cette génération qui joue maintenant avec les seniors. Pour cette édition, le Mali a commencé ses préparatifs au niveau de la Tunisie à quelques jours du coup d'envoi de la compétition. Et après, il y a eu des tests IRM. Tout le monde sait que c'est quelque chose maintenant qui est un peu difficile, les tests IRM. Mais heureusement, tous les joueurs du Mali ont validé leurs tests. Et c'est aujourd'hui en groupe 2, tu viens tout juste de rappeler, le Mali joue son premier match aujourd'hui à 17h, temps universel contre l'Angola. C'est un match, on peut dire, c'est une entrée en matière cruciale pour bien lancer leur compétition parce que ce n'est pas facile. Si c'est les seniors, on peut dire que c'est une équipe qu'on connaît, mais concernant les catégories U17, chaque année, chaque édition, c'est les nouvelles têtes qui pointent à l'horizon et c'est pas facile de calculer ou de voir la suprématie de telle équipe. C'est des enfants, il n'y a pas beaucoup de calcul là-bas, tout le monde joue. L'équipe qui sera réaliste, qui parvient à bien défendre, sera moins l'équipe qui fera un bon parcours. Alors, Bani Ibrahima, selon vous, quel sera le meilleur scénario pour les Aiglons pour ce premier match dans la poule D? Oui, bon, ça sera la victoire. Hein. Ça sera la victoire. C'est ce que je disais tout de suite. Hein. Il faut bien lancer le parcours. Parce qu'avec cette victoire, le Mali, rappelons que le Mali va jouer le vendredi aussi contre la Centrafrique. Le lundi prochain, ça sera contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Tout le monde connaît. Voilà, ça tout le monde connaît. Que ce soit des cadets, les juniors, les seniors. C'est toujours un derby. C'est un derby des Africains. Mais le plus important, c'est de bien entamer. Oui. Quand tu débutes bien, ça sera facile. Parce que c'est les enfants, mentalement, c'est pas tout à fait ça. Et après une victoire, je pense que ça sera plus facile de manager les enfants pour le reste du tournoi. Alors, Bani Ibrahima, vous l'avez touché du doigt il y a quelques secondes. Au Mali, on s'intéresse beaucoup aux catégories. La preuve, dans les tournois des catégories, le Mali a fait de bonnes choses. Est-ce que c'est toujours cette politique qui est de mise au Mali? Bon, je peux dire que ce n'est pas tout à fait ça. Mais rappelons, chaque fois, le Mali fait des bonnes prestations. Récemment, en Coupe du Monde, le Mali était parti jusqu'à la finale. Mais ça fait au moins 4 ou 5 ans, 3, 4 cannes U20 consécutifs que le Mali est éliminé aux phases de l'UEFA. Il faut voir. Ces jeunes vont faire une belle prestation et ils vont partir à la Coupe du Monde, aller en demi-finale. Mais si c'est du côté junior, 1 année, 2 ans après, tu vois, ces jeunes-là, ils vont s'éparpiller partout, en Europe, en Afrique. Voilà, malheureusement, ça s'arrête à ça. Hein. Sinon, imagine le Mali 2017. En 2015-2017, c'était le U17. En 2019, on a remporté la CAN junior. Et jusqu'à présent, les seniors, ce n'est pas tout à fait ça. Si tu vois au moins 4, 10, 5, 6, 10 joueurs seulement, sinon le reste là, pratiquement on ne sait pas où ils sont partis, ils jouent. Certains sont restés ici, d'autres sont partis en Europe et revenir. Non, c'est pas. On peut la suivi des jeunes joueurs au Mali, c'est vraiment difficile. C'est ça. On n'arrive pas. Pour ça. Voilà, on n'arrive pas à suivre ces jeunes, les accompagner. Mais dites-moi comment s'organisent les compétitions des jeunes. Est-ce qu'il y a vraiment une compétition pour ces catégories? Oui, il y a le championnat national. Il y a d'abord, chaque ligue organise un championnat. Il y a d'abord les districts. Après les districts, les champions des districts. Je prends l'exemple de Bamako. Il y a 6 communes. Chaque district organise sa compétition. Après, ces équipes, les premiers de chaque district, régionneront les équipes de première division qui ont leur catégorie de jeunes et vont jouer. Après, le champion, ainsi que celle des régions, vont s'affronter en championnat national cadet. C'est ça. Donc, ce qui permet au Mali d'avoir vraiment une réserve assez conséquente pour les compétitions sur le plan continental.
Oui, après les U17 seulement, c'est fini. Il n'y a pas de compétition pour les juniors. Comme c'est confondu un peu avec les seniors, le championnat national, Ligue 1 ou les juniors. Il y a certains cadres qui jouent cette compétition. Il y a les seniors et les juniors aussi montent directement pour les équipes fanions, les équipes de première division. Vous faites bien la transition. On va parler du championnat malien, la Ligue 1, la 17e journée. Le programme, vous l'avez? Oui, la 17e journée débute ce vendredi avec la confrontation Afrique Football Elite AFC 11 créateurs de Yarila. Le samedi, il y aura 3 matchs. L'AS Real, US Bougouba, ASCO, US Bougoni et Binka FC, AS Bakarijan. Et le dimanche, ça se termine avec Djoliba, AC Isfas, Étoile du Mandé, Stade Malien de Bamako. FC Diara va se déplacer du côté de l'AS Police. Et aussi, le championnat national est relancé. Si le Djoliba était vraiment en tête avec plus de 7-8 points en avance, maintenant, on peut dire ça fait 2 ou 3 matchs. Le Djoliba cale, le Djoliba ne gagne plus. Et le Stade Malien de Bamako est venu à 1 point du Djoliba AC. Rappelons que vraiment, c'est pas. Il y aura bientôt le grand choc entre les deux équipes. Le Djoliba occupe la première place avec 35 points et le Stade Malien de Bamako suit avec 34 points. Et en bas du tableau, il y a l'ESCO avec 10 points et Étoile du Mandé avec 9 points qui ferme vraiment ce classement. Si nous prenons la Coupe du Mali, on est à quelle étape? La Coupe du Mali, on est en phase 8e de finale. Est-ce qu'il y a toujours... C'est programmé pour l'autre semaine. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours les cadres de la Ligue 1 qui figurent dans cette coupe? Ouais, pour le moment. Bon, si c'est en Europe, on voit des surprises. Au Mali, pour le moment, on ne voit pas de surprises. Pas de surprises. Les gars se font respecter. Ah oui. Alors, on va finir avec la balle au panier, la balle orange, le basketball, le tournoi de l'amitié. Ça se joue. Parlez-nous un peu de cette compétition. Oui, cette compétition, c'est chaque année où il y a l'Afro-Basket U16, c'est comme les cadets, c'est le football. Parce que c'est qui va se jouer à Kigali, au Rwanda, du 2 au 14 septembre. Chaque année, s'il y a la compétition, c'est la 3e édition. Le Mali invite certains pays. Cette année, c'était la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, plus des équipes du Mali, Mali A et Mali B en filles et en garçons. C'était 4-5 jours comme ça, du 24 au 30 mars passé. En finale, le Mali a remporté les deux. En finale, filles, le Mali a dominé la Côte d'Ivoire 68-28. Et en garçon, ça c'est un peu serré. Le Mali a battu la Côte d'Ivoire 70-69. C'est juste pour préparer les U16 avant les compétitions, que ce soit pratiquement le Mali. Concernant cette compétition U17, U16, pour les filles, depuis le début de cette compétition, ça doit être la 8e ou bien la 9e et 6e, 8e ou bien 9e édition. Dès le début, c'est le Mali seulement qui a remporté du côté des dames U16. Mais sur les garçons, ça varie souvent entre le Mali et l'Égypte et d'autres pays. C'est juste pour les préparatifs de la CAN U16 qui va se jouer le mois de septembre prochain, du 2 au 14. D'accord. J'espère que pour ce qui concerne l'Afro-Basket, la préparation va bon train pour l'équipe du Mali. Oui, même il y a les seniors même qui doivent quitter Bamako aujourd'hui pour aller en Côte d'Ivoire c'est pour un autre tournoi, pour se préparer. Bon, concernant le basket, quand même au Mali, il n'y a pas de problème. Même si le côté senior aussi, ça cale. Depuis 2007, le Mali n'a pas remporté de compétition des seniors, mais si c'est les juniors, pratiquement à chaque édition, il y a au moins un trophée. Mais on verra dans les jours à venir. D'accord, merci beaucoup Bani Ibrahima. J'espère vous retrouver dans un court instant pour la suite de cette émission. Parce que la voix, je suis un peu armé aujourd'hui. Je vois. On a un peu crié hier.
C'est la fête, quoi. Ah, voilà, Après la rupture, bon, c'est normal, hein, on comprend. Non, non, c'est juste c'était juste avant la fin du mois. Ah, d'accord. C'est juste avant la mer. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va mieux. Moi, je pense que les gens. Mais on arrive à t'écouter, c'est l'essentiel. Allez, à très bientôt, mon frère Ban Ibrahima. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. Le maillot. Après le Mali, on enchaîne avec le Sénégal chez Boris à Dakanou. Il est à Dakar. Avec lui, on va parler aussi de la CAN U17 de football. Le Sénégal qui joue son premier match contre une équipe de l'Afrique occidentale. Il s'agit bien sûr de la Gambie pour un derby ouest-africain. Nous allons en savoir un peu plus. Bonjour Boris à Dakanou, à Dakar. Bonjour Romo Edor, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la 91.9. Fini le mois de Ramadan, cette fois-ci tout va bien, la vie reprend son cours normal. Au Sénégal déjà c'est faisant les choses de façon particulière à chaque fois. Il y a 20% de la population qui a commencé à fêter déjà, ou bien qui a déjà fêté le samedi, et donc, non, le dimanche plutôt, et donc 80%, disons, la majorité, c'était hier, et donc, voilà, quand il y a fête au Sénégal, en tout cas, à Dakar, c'est la capitale qui est tout simplement désertée, tout le monde va au village, et donc, Dakar est bien vide actuellement, la circulation est fluide. Très fluide, ce qui ne pas habituellement. Et donc, quand il y a fête, vous savez, le lendemain, c'est férié et tout ce qui va avec. Donc, il faut noter qu'actuellement, tout le monde dort à Dakar. En tout cas, les rares qui sont toujours là, ils dorment. Et les autres sont à l'intérieur en train de fêter. Donc, la vie reprendra sûrement son cours à partir de demain, si tout va bien. Ah, d'accord. En tout cas, bonne suite de célébration à vous. On va s'intéresser au Lionceaux, le Sénégal qui entre en compétition au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Sénégal, la Gambie, c'est pour le compte de la poule C. On va en parler dans un court instant, si vous voulez, qu'on commence avec ça, où on parle du match Sénégal-Togo pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On peut parler des grands qui sont retournés ou bien qui sont partis désormais dans leurs différents clubs, mais bien avant, voilà, c'était un petit duel, on l'attendait, on l'avait évoqué lors du dernier numéro de l'équipe d'Afrique, on devait en parler. Le Sénégal, en tout cas, accueillait le Togo, disons heureusement, les Lions de la Teranga qui avaient galéré quelques jours plus tôt contre le Soudan se sont rattrapés, ils se sont imposés tranquillement 2-0. Et il faut le dire, durant ce match, il y a eu beaucoup de choses. On a compris que le Sénégal aujourd'hui, comme d'habitude dans les phases éliminatoires, n'est pas vraiment cette équipe-là souveraine, dominante et tout ce qui va avec, mais souvent quand on rentre en phase finale, il y a beaucoup plus de sérieux et tout ce qui va avec. Donc le match contre le Togo la dernière fois, il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des supporters qui s'attendaient à voir une équipe dominer outrageusement la sélection togolaise, mais attention, c'était la bande Ali Bombé Dari s'est bien débrouillée et n'eût été des erreurs et tout. On aurait peut-être assisté encore à un nouveau fiasco de la part des Lions de la Teranga. Et du coup, il faut noter qu'après le match, il y a un nom qui est resté dans la tête de beaucoup de Sénégalais, c'est Karim Derman, le jeune milieu de terrain togolais qui, à la 10e minute, a réalisé un slalom fou. Et pour se débarrasser de Lamine Camara et tout ce qui va avec, vous savez, il y a beaucoup qui avaient dit le Togo a toujours de bons joueurs, mais aujourd'hui, on ne sait pas, ils ne sont plus trop là. Et on a vu, disons, avec une très belle organisation, avec tout ce qui va avec le Togo des années 2010, 2006, tout ce qui est avec, on aurait tout simplement battu cette équipe du Sénégal où on a compris que les vieux sont fatigués. Il faut que les vieux partent se reposer. Il faut laisser la place
tout simplement aux jeunes. Lamine Habib Diarra était l'un des meilleurs. Iliman Ndiaye qui s'est blessé. Et on a vu, c'est quand il est là que le Sénégal joue parfaitement bien. Aujourd'hui, on a encore essayé avec Sadio Mané qui n'a pas vraiment brillé contre le Togo. Et voilà, heureusement qu'on a Hassan Diao et beaucoup se disent c'est le moment ou jamais que Pape Thiaw change le système, que Pape Thiaw donne la main aux jeunes et voilà, qu'ils fassent reposer les anciens. Parlant de l'organisation, il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de polémiques après cette rencontre. Vous savez, déjà par rapport à la délégation togolaise, les Togolais qui sont ici ont reçu quelques bus pour se déplacer à Diamniadio, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour suivre ce match. Vous savez, avec le trajet, c'est plus de 50 km de Dakar, donc le temps d'arriver au match, il y avait déjà une trentaine de minutes où le match a déjà démarré. Et vous savez, il y a eu les supporters sénégalais également qui étaient arrivés. Le match jouait à 21h et beaucoup également ont quitté Dakar pour venir supporter les Lions de la Teranga. Et vous savez, après le travail et le trajet, il y a eu forcément le retard. Au arrivé, il y avait les policiers sénégalais qui voulaient être élégants envers les supporters togolais qui n'étaient pas nombreux, donc, mais étant en retard. Donc, ils avaient bloqué un tout petit peu les supporters sénégalais pour permettre aux éperviers de rentrer. Malheureusement, le temps est monté, et puis franchement, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu bousculade, c'était de la cacophonie totale. Donc, il y a eu beaucoup de supporters finalement qui sont rentrés bredouilles. Ils n'ont pas suivi la rencontre. Ils sont arrivés, ils sont repartis avec comment l'appelle-t-on, le tohu-bohu qu'il y a eu au dehors. Et vous savez, c'est quelque chose qui a vraiment fait rage ici. Il y a eu beaucoup qui se sont plaints parce qu'ils ont dépensé pour se déplacer, pour arriver finalement à repartir bredouille sans suivre. Vous avez vu, d'ailleurs, le stade n'était pas du tout plein, alors que c'est un stade qui a une très grande capacité, un stade à la lutte de l'Alliance Arena. Mais bon, malheureusement, il y a eu ces erreurs-là. On espère tout simplement, beaucoup appellent à ce que la FSF revoie l'organisation. Vous savez, marcher plus d'un kilomètre de la gare au train rapide, et arriver, ne pas sur la rencontre, repartir bredouille. Vous savez, c'est quelque chose qui a fait très mal. Vous arrivez, les cantines sont fermées, il y a tous les vendeurs qui sont chassés, et sachant que le match se joue tardivement à 21h. Bon, on espère tout simplement que la FSF va essayer de recorriger le tir lors des prochaines rencontres des Lions de la Teranga. Donc, c'est à peu près le topo autour de cette rencontre. On espère que lors de la prochaine journée, il reste encore 2 journées pour ces éliminatoires. Le Sénégal aujourd'hui est deuxième avec 12 points. Il doit tout simplement maintenir le rythme, soit gagner les autres rencontres ou continuer avec le rythme de 2 points par match. En tout cas, et au pire des cas, si le Sénégal n'est pas premier, le Sénégal pourrait peut-être sortir parmi les 4 meilleurs deuxièmes et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est ce que nous attendons. Mais avec à l'allure où vont les choses, il faudra véritablement Pape Thiaw se ressaisisse avec ses joueurs et que l'organisation du côté de la fédération également soit revue. Alors, dans votre intervention, on a pu comprendre qu'il y a une partie du public ainsi qu'une partie de la presse qui demande le départ de Sadio Mané. Ce n'est pas trop tôt ? Non, pas trop tôt. Vous savez, Sadio Mané aujourd'hui, il a fait son temps. Il a fait son temps et c'est vrai, on ne demande pas un changement, un départ drastique parce que quoi qu'on dise, c'est une star, il est très apprécié ici et Sadio Mané n'est plus ce joueur qui est virevoltant pour qu'il joue 80-90 minutes. Beaucoup demandent à ce que Sadio Mané peut-être dans un rôle de grand frère, qu'il vienne en sélection, mais peut-être qu'il joue maintenant, qu'il accepte que son temps est passé et donc qu'au lieu de démarrer les matchs, il peut
peut-être les terminer et permettre aux jeunes d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et de tout. Vous savez, mais en Afrique, c'est toujours compliqué. Pas seulement en Afrique, d'ailleurs, au Portugal, on le voit avec Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, mais qui prend toujours la place des jeunes. Quand on a un statut donné, c'est difficile pour les entraîneurs de prendre des décisions. Il faut avoir, entre guillemets, les couilles pour mettre ces stars-là sur le banc. Et donc, c'est ce que beaucoup demandent à Pape Thiaw. Il est temps. Kalidou Koulibaly, il a été une fois encore intéressant lors du match contre le Togo. Il y a eu également Edouard Mendy qui a été intéressant. Mais le problème, c'est Sadio Mané parce qu'il est attaquant. Et vous savez, quand vous jouez devant, c'est beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de technique et tout ce qui va avec. Donc, oui, Sadio Mané il peut revenir en sélection, mais beaucoup demandent à ce qu'il revoie sa situation, qu'il ne soit plus titulaire indiscutable. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui méritent aujourd'hui d'avoir le temps de jeu et de défendre les couleurs nationales. Sadio, c'est quelqu'un qui parle rarement, mais l'autre fois, il a fait une déclaration. Il demande aux journalistes surtout de se concentrer sur le nécessaire, c'est de faire tout pour que l'équipe gagne, de ne pas se concentrer sur sa personne. Est-ce que Sadio n'a pas besoin d'un soutien de la part du public sénégalais et de la presse sénégalaise? Quand je me réfère un peu à Vincent Aboubakar avec les Lions Indomptables du Cameroun, c'est vrai, son âge est avancé, mais c'est quelqu'un qui arrive à porter l'équipe parce qu'il a le soutien du public. L'autre fois, face à la Libye, il en a mis 2. Vincent Aboubakar, par exemple, avec le Cameroun, continue pas à marquer. C'est la différence. Vincent est critiqué au Cameroun d'ailleurs. Si Vincent avait joué contre la Libye, n'avait pas planté et a réalisé un match minable, vous verrez tout simplement qu'il serait critiqué. En tout cas, sur le commun des supporters, si Sadio Mané avait marqué ou bien marquait, continuer à pas marquer ou à donner des passes décisives et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Sadio Mané n'est pas vraiment, il faut le dire, n'est pas vraiment critiqué. La presse ne fait que son analyse. La presse demande à ce que la sélection puisse bien jouer. C'est tout ce que nous demandons, que la sélection réalise des exploits. On ne veut pas, avec tous les joueurs, les célèbres joueurs qu'on a aujourd'hui, les jeunes qu'on a, que le Sénégal ronronne contre les petites équipes, que le Sénégal bute contre les équipes, entre guillemets, qui sont faibles sur le papier. C'est ce que beaucoup demandent. Et donc, en faisant l'analyse, on se dit tout simplement que c'est Sadio Mané qui est âgé. Et quand on le voit, on voit ses rendements. Voilà, c'est ce joueur qu'on voyait, le joueur de Liverpool n'est plus là. Ce joueur-là qui avait la capacité de dribbler 2-3 joueurs sur les côtés, aller et marquer ou bien tout simplement faire des passes. Aujourd'hui, Sadio Mané n'arrive même plus à enchaîner des dribbles. Sadio Mané qui se perd, qui fait des mauvais choix. Et donc, s'il a demandé à ce que la presse se concentre sur le groupe et non sur sa personne. En tout cas, il défend ses intérêts tout simplement, mais nous pensons que s'il continuait pas à briller, personne ne serait ici à créer Sadio Mané, tout le monde se tairait. C'est la même chose avec Vincent Aboubakar qui, malgré les critiques, continue, pas fermer, pas se donner raison sur le terrain. C'est ce que nous demandons à Sadio Mané. S'il pense qu'il a toujours l'étoffe, qu'il a toujours l'énergie nécessaire pour porter les lions de la terre, il faut qu'il marque, il faut qu'il fasse briller les autres jeunes autour de lui. C'est ce qui est demandé. J'espère qu'il va se justifier sur le rectangle vert. On continue avec les Lionceaux, le Sénégal qui joue contre la Gambie cet après-midi à 14h GMT pour le compte de son premier match dans la Coupe d'Afrique des Nations d'un mois de 17 ans. Que faut-il retenir avant le coup d'envoi? Ah bah oui, le Sénégal est là, le Sénégal est prêt donc pour tenter de défendre son titre au Maroc. L'objectif, c'est tout simplement de se qualifier pour la finale. Et quand on parle de qualification pour la finale, c'est également arracher le billet pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Donc, pour y arriver, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a choisi une liste de 23 joueurs qui évoluent généralement à Diamba. Il y a 6 joueurs de Diamba et 5 joueurs de Génération Foot qui ont été convoqués aujourd'hui. Le Sénégal
va défier le voisin de la Gambie et normalement sur le papier, il ne devrait pas y avoir débat. Mais attention, sachant que dans ces compétitions, il y a forcément des surprises. Le Sénégal va devoir sortir le grand jeu. Aujourd'hui, il n'y a plus Amara Diouf, mais c'est le moment de découvrir de nouveaux jeunes. Donc voilà, le Sénégal doit tout simplement s'imposer contre la Gambie aujourd'hui avant d'affronter la Tunisie. Et à la deuxième sortie, on fait terminer contre la Somalie. L'objectif, c'est de se qualifier pour les quarts de finale, les demi-finales et ensuite la finale. C'est l'objectif majeur en tout cas. Merci beaucoup Boris Adakano. On se voit dans un court instant pour le petit débat concernant les éperviers du Togo. Chers auditeurs, vous gardez votre position d'écoute. On va faire un petit tour au Bénin pour suivre les réactions des supporters des Guépards après les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football. 5e journée, le Bénin a fait match nul et pourtant les Guépards menaient 2-0 et face à l'Afrique du Sud, les Guépards ont tout simplement courbé les chines. C'est dans cet élément de notre point focal, Rivette Gansey. Bonjour Roméo, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Sport FM. On pourra dire que le temps passe, mais la douleur persiste. Ah oui, avec la prestation des Guépards du Bénin lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et en 2 sorties, les Guépards n'ont eu qu'un seul point, avec notamment ce match nul frustrant contre le Zimbabwe à Durban en Afrique du Sud pour le match de la 5e journée. Le Bénin qui menait 2-0 jusqu'à la 44e minute, mais les Warriors du Zimbabwe ont pu marquer 2 buts pour égaliser pour ce match nul. Et du coup, le Bénin repart de Durban avec 1 point. 5 jours après, les Guépards du Bénin ont reçu l'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est devenu depuis quelques mois maintenant le stade sur lequel le Bénin abrite ses matchs à domicile, puisque vous le savez très bien, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été déclassé par la CAF et la FIFA puisqu'il ne répondait plus aux normes internationales. Revenons donc à ce match perdu par les Guépards du Bénin 2-0 contre l'Afrique du Sud, et le Bénin désormais qui est 3e de son groupe derrière l'Afrique du Sud qui occupe la première place avec 13 points et le Rwanda 2e avec 8 points, même nombre de points que le Bénin, sauf que les Rwandais ont un petit avantage au goal average. Au Bénin, les supporters ne sont pas contents de ces 2 prestations des Guépards. Non seulement ils ont accusé le sélectionneur national Gernot Rohr pour certains choix, notamment certains joueurs qui ne sont plus appelés en sélection nationale. Je veux parler de Sebio Soukou, milieu de terrain qui évolue en 2e division turque et qui depuis plus d'1 an maintenant n'est plus appelé par le sélectionneur national Gernot Rohr. Il y a eu également le défenseur qui évolue en Bulgarie à Ludogorets, Olivier Verdon, qui n'a pas été appelé pour ce regroupement pour problème d'indiscipline. Et pour les supporters, il faut cesser avec ça. Gernot Rohr doit rappeler ses joueurs pour qu'ils puissent apporter un plus à l'équipe nationale. Il y a eu également ce jeune joueur Candace Fiogbe qui évolue à l'Atalanta de Bergame chez les moins de 20 ans, qui a été appelé mais qui a bénéficié de 5 minutes d'un bout de match, ce qui n'a pas plu également aux supporters du Bénin qu'on a pu interroger. Pour la plupart, ils se disent pourquoi appeler un joueur et ne pas le faire jouer alors que en Youth League il flanque des buts sur buts, sans oublier le niveau de certains joueurs qui a été critiqué par les supporters. On vous laisse écouter les réactions de quelques supporters que nous avons rencontrés à Cotonou. Il y a des gens qui ne méritent plus notre sélection nationale. Je ne vais pas citer des noms, mais le coach les connaît. Ils n'ont qu'à faire confiance aux jeunes joueurs. Ça va nous servir plus que les anciens. C'est vraiment décevant. Tous les 2 matchs sont décevants. Et voilà ce qu'ils nous ont présenté hier comme match.
Moi, je me suis dit que le Béninois se contente trop du peu. Ils se disent, bon, on est déjà qualifié pour la CAN, hein. La Coupe du Monde ne nous intéresse pas. Sinon, ce qu'ils ont présenté hier comme jeu, s'ils présentent ça là à la CAN, nous serons des donneurs de points. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a tellement de choses à corriger et il va falloir que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Ce qui s'est passé hier est très regrettable parce que nous avons des joueurs comme Soukou, on ne sait pas ce qu'il a fait à l'entraîneur et il a écarté. On s'est placé dans l'équipe. Il y a des joueurs qui sont fatigués, qu'on nous ramène comme s'ils avaient signé un contrat avec l'entraîneur. Nous ne comprenons pas. Je prends l'exemple d'hier. Notre capitaine Mounier, de la 3e minute jusqu'à la 86e minute, il ne marchait que sur le terrain. Et pourtant, notre entraîneur était incapable de le sortir du terrain. Il a amené un jeune attaquant. Le jeune attaquant, pour 2 matchs, il le met à la 86e minute. Comment on peut trouver la compétence de cet enfant? Nous ne savons pas. Le numéro 13, Tidjani, hier, il était lourd sur le terrain. Il ne faisait que pousser les adversaires. Les Sud-Africains sont au-dessus de nous par rapport à nous, parce que la plupart de leurs joueurs, ils évoluent dans le championnat qui est un championnat qui est très élevé. Il y a certains joueurs qui évoluent dans le club, par exemple Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates. Nous avons des joueurs de CFA qui n'ont pas le temps de jouer dans le club actuellement. Surtout notre défaut, c'est le coach. Le coach doit appeler les joueurs qui sont très en forme. Le problème qu'il y avait avec Verdon, il devait appeler Verdon, il a laissé Verdon, que c'était pas bon. Maintenant, on a un grand joueur, un attaquant, qui est Samson Akiola. Normalement, on devait l'appeler. On l'a laissé par rapport à Fiobe Kandas. Et il est donc clair que le rêve d'une qualification du Bénin à la Coupe du Monde s'éloigne un tout petit peu parce que l'Afrique du Sud a pris le large et là a quand même un avantage très conséquent devant le Bénin. Certes, il reste encore 4 matchs dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ce sera difficile pour le Bénin d'accrocher la première place dans ce groupe C qui est constitué de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Nigeria, du Lesotho et du Zimbabwe. C'était Rivel Gansé depuis Cotonou pour Sport FM. Merci à Rivel Gansé, notre point focal à Cotonou. Merci pour toutes ces informations liées au Guépard du Bénin qui ont fait 2 sorties pas vraiment au goût des supporters béninois, mais j'espère que ça va aller pour nos frères de l'Est.